Merci pour votre constante fidélité à Chérif La Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. À l'instar des autres États membres, la 32e journée du SILS est célébrée dans notre pays ce jeudi 14 septembre au ministère de l'Agriculture. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre en charge de l'Agriculture, ministre coordinateur du SILS, Dr Nago Dambélé, Ousmane Sogouré, Seydou Niari. Le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse a été créé en 1973 par 13 États suite à de grandes sécheresses qui ont frappé le Sahel dans les années 70. Depuis 1986, l'organisation y consacre une journée chaque année à la date du 12 septembre. Exceptionnellement, elle est commémorée dans notre pays ce jeudi, occasion pour le directeur général de l'Institut du Sahel de remercier les partenaires financiers du SILS pour leur appui constant. J'ai saisi cette occasion pour renouveler les remerciements du SILS à l'USAID qui a permis la réalisation de cet atlas, mais également à tous les acteurs impliqués dans la réalisation de cet ouvrage. Cette 32e année du SILS est l'occasion pour moi, en tant que représentant du SILS, d'exprimer ma reconnaissance à nos partenaires techniques et financiers, PTF, bilatéraux, USAID, AFD, GIS Canada, GIZ Canada, et multilatéraux, Banque mondiale, BAD, BID, Union européenne, FAO, PAM, GEP, qui accompagnent les SILS dans les missions que lui ont confiées ses États membres en matière de gestion des ressources naturelles et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi dans d'autres domaines. Cher PTF, grâce à vos appuis, d'importantes réalisations ont été accomplies par les SILS au profit de ses États membres en réponse aux attentes des communautés sahéliennes et ouest-africaines. Après un rappel historique de l'institution et ses actions réalisées de sa création à nos jours, le ministre de l'Agriculture, non moins ministre coordinateur de SILS, a ensuite déclaré officiellement ouvertes les festivités de cette 32e journée devant les représentants de la FAO et de l'USAID. Cette 32e commémoration donne l'occasion d'informer nos invités et le grand public des enjeux de la pratique de l'agriculture intelligente, respectueuse de la nature et de l'environnement. Ainsi, vous aurez droit au cours de la présente rencontre à des prestations spécifiques centrées sur l'occupation des terres et la dégradation des sols dans un contexte de changement climatique en Afrique de l'Ouest. Vous pourriez également visiter des stands du SILS et de ses projets régionaux partenaires. Joyeux anniversaire au SILS. Sur ce, je déclare ouvertes les festivités du 32e anniversaire du SILS. Le thème de cette année qui est d'actualité a aussi fait l'objet d'une projection de films documentaires par des experts à la matière pour une gestion durable des ressources naturelles dans le Sahel. Notons que l'ouverture de cette 32e journée a pris fin par des visites de stands des produits du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Le gouvernement du Mali a bénéficié d'un don de 2,5 milliards de francs CFA du Japon composé d'ateliers de forage. La cérémonie de remise a eu lieu ce jeudi 14 septembre à l'ex-CRES de Badalabougou sous l'égide du ministre de l'Énergie et de l'Eau, Amadou Kamara Ibrahim Koulibaly. Ces dons d'un montant d'environ 2,5 milliards de francs CFA s'inscrit dans le cadre de l'aide non remboursable du Japon en faveur du Mali. Cette action de solidarité d'envergure nationale vise à soutenir les politiques nationales de lutte contre les effets du changement climatique tout en renforçant les relations d'amitié entre le Mali et le Japon. Avec un grand honneur et un privilège, je procéderai ce jour au nom du gouvernement et du peuple japonais, en présence de son Excellence M. Malik Al-Husseini, ministre de l'Énergie et de l'Eau de la République du Mali, à la cérémonie de remise du deuxième lot de matériel de forage, un ensemble d'un montant de 230 millions de yens, équivalent à environ 1,2 milliard de francs CFA, composé de 4 camions dotés de grandes foreuses de puits d'eau et de machinerie relative, tous fabriqués au Japon.
Les entreprises privées maliennes bénéficiaires de cette deuxième phase de dons du Japon ont exprimé à travers leur porte-parole leur sentiment de joie et de fierté quant au choix porté sur leur entreprise. Il s'agit notamment du groupe d'entreprises Traoré Sarl et de l'entreprise La Falaise Mali Sarl. Bon, comme vous-même vous avez vu l'événement, on est vraiment animé d'un sentiment de joie, de réconfort. Vraiment, la remise, ça nous va vraiment droit au cœur. Donc, comme vous le voyez actuellement avec les événements liés au renforcement climatique, donc ces ateliers vont nous permettre de donner de l'eau en quantité et en qualité à la population malienne qui en ont vraiment tant besoin. Alors, bien sûr, le rendement de l'eau potable à la population, tant à Bamako qu'ainsi à l'intérieur du pays. Cette cérémonie de remise des équipements du second lot de dons japonais entre dans le cadre du programme de renforcement des capacités pour faire face aux catastrophes naturelles causées par les changements climatiques. Je voudrais tout particulièrement témoigner toute notre gratitude au nom du président de la République, chef de l'État, Son Excellence El Hajj Ibrahim Boubacar Keïta, au gouvernement du Japon pour le choix porté sur notre pays pour cet important appui. Les impacts du changement climatique sont particulièrement forts et même drastiques à certains endroits d'Afrique, surtout en relation avec la disponibilité de l'eau. En d'autres termes, beaucoup de pays africains, surtout les pays sahéliens, se battent déjà contre des conditions semi-arides et contre la désertification qui se manifeste à travers des sécheresses périodiques et l'entière dépendance de l'accès à l'eau, à la pluviométrie et aux cours d'eau naturels. Rappelons que ce programme vise à promouvoir les efforts du gouvernement du Mali destinés à faire face au changement climatique. Au Togo, le chronogramme pour l'étude du projet de loi portant réforme de la Constitution n'a pas pu être établi au cours de la conférence des présidents des groupes parlementaires. Plus de détails avec Moussa Fomba. La conférence des présidents des groupes parlementaires et du bureau de l'Assemblée nationale, convoquée mercredi, n'a pas réussi à établir un chronogramme pour l'étude du projet de loi portant réforme de la Constitution. Un texte dont l'étude devrait finalement débuter concrètement vendredi. Les premières passes d'armes entre les députés de la majorité et de l'opposition sur le projet de loi de la réforme de la Constitution se sont déroulées ce mercredi 13 septembre à l'Assemblée nationale. Les Ougons ont réclamé la fin immédiate de la session extraordinaire afin de procéder à l'étude du projet de loi. Au cœur de cette nouvelle stratégie, l'alinéa 2 de l'article 59 de la Constitution de 1992 qui dispose qu'en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Le retour à cette version de la loi fondamentale devrait, selon l'opposition, empêcher le président Faure Gnassingbé de briguer à nouveau en 2020 la magistrature suprême. Ce revirement de l'opposition parlementaire traduit, selon les observateurs, le triomphe de la ligne dure prônée par le Parti national panafricain PNP qui réclame depuis plusieurs semaines un retour à la Constitution de 1992 en plus du vote de la diaspora. Dans un point de presse tenu mercredi en fin de journée à Lomé, les représentants du gouvernement ont appelé à l'apaisement et à l'esprit de consensus pour faire aboutir les réformes constitutionnelles. Ils ont estimé à 1,5 milliard de francs CFA les pertes économiques engendrées par les manifestations de l'opposition les 6 et 7 septembre, soulignant la nécessité pour les différentes parties de préserver le calme pour faciliter le travail des députés. Sans surprise, le Comité international olympique a attribué l'édition 2024 des Jeux olympiques à la ville de Paris. Los Angeles, pour sa part, a hérité de l'édition 2028. Amadou Diarra. Il n'y aura pas eu d'improbable retournement de situation. Au terme de la 131e session du Comité international olympique, CIO, Paris a été désignée ville hôte des Jeux olympiques 2024. La capitale française accueillera donc de nouveau le plus grand événement sportif du monde, un siècle après les derniers Jeux parisiens qui s'étaient tenus en 1924. Los Angeles, l'autre candidate à l'organisation de cette édition 2024, hérite de son côté des JO 2028, conformément à l'accord qui avait été entériné au cœur de l'été entre les deux villes et le CIO. L'officialisation de cette répartition est intervenue peu après 20h heure française, après que les quelques 90 membres du CIO présents eurent répondu favorablement et à l'unanimité à la question « Approuvez-vous l'accord tripartite conclu entre le CIO, Paris et Los Angeles ?»
Le président, à travers une allocution télé, et beaucoup d'institutions et de personnalités politiques françaises ont manifesté leur joie sur les réseaux sociaux suite à cette annonce de l'attribution des JO 2024 à Paris. Voilà donc un article à retrouver sur le site de nos confrères de France 24. Et nous restons avec Amadou Diarra pour le commentaire de l'actualité africaine. Un jeune homme a été tué et une trentaine d'autres personnes blessées mercredi dans une ville de la Guinée au cours de heurts entre les manifestants réclamant le raccordement à l'eau et à l'électricité et les forces de l'ordre ont annoncé des témoins et des sources hospitalières. Le jeune homme de 25 ans tué a reçu une balle dans la tête pendant cette manifestation qui a viré à l'émeute à Boké, ville située à quelques 3000 km au nord-ouest de la capitale Conakry. 29 autres personnes blessées, dont 2 policiers et 3 gendarmes, étaient soignées au même endroit selon une source hospitalière. En République centrafricaine, le FPRC issu de l'ex-Séléka est dirigé par Noureddine Adam, ancien numéro 2 de cette rébellion qui a renversé le président François Bozizé en 2013. Le groupe armé contrôle plusieurs zones du nord, du centre et de l'est de la Centrafrique. Il fédère également autour de lui le mouvement patriotique pour la Centrafrique MPC, autre groupe issu de l'ex-Séléka. Sa position apparaît donc inquiétante pour la suite de ce processus qui constitue pour le président Faustin Archange Touadéra un début de solution pour pacifier le pays. Le DDR n'est pas une solution à tous les problèmes auxquels le pays est confronté, mais il reste un outil indispensable. La Cour constitutionnelle angolaise a validé mercredi sans surprise les résultats des élections générales du 23 août et la large victoire accordée au Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, MPLA, au pouvoir depuis 42 ans. Dans son arrêt, la plus haute instance judiciaire du pays a rejeté tous les recours en annulation pour irrégularité déposés par 4 partis d'opposition. Selon le président de la Cour, la justice a étudié tous les recours des partis et estimé que les élections avaient été libres, transparentes et justes. Ces résultats définitifs ont crédité le MPLA qui dirige le pays depuis son indépendance en 1975 de 61,07% des suffrages et d'une majorité absolue de 150 des 220 sièges du Parlement. La justice sud-africaine se penche de nouveau sur une affaire de corruption suspendue depuis une dizaine d'années comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête du président Jacob Zuma, mise en cause dans une litanie de scandales qui polluent la fin de son règne. Il y a 18 ans, Pretoria signe avec plusieurs entreprises dont le français Thomson CSF, devenu Thales, son plus gros contrat d'armement depuis la chute de l'apartheid en 1994. Le montant énorme frise les 4,2 milliards d'euros. Les premiers soupçons de corruption ne tardent pas à apparaître. Dans la ligne de mire des juges, le conseiller financier du vice-président de l'époque, Jacob Zuma. Il est accusé d'avoir négocié pour le compte de son patron des commissions de la part de 2 filiales sud-africaines de Thales. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Cherifla Télévision. À très bientôt.